Mon mari m'a dit de déménager pour que sa maîtresse enceinte puisse s'installer. J'ai souri, félicitations, puis j'ai ajouté, mais en quoi est-ce mon problème? Et j'ai fait glisser une enveloppe scellée sur la table. Au moment où il a vu le nom qui Y était inscrit. Son visage est devenu livide. Mon mari m'a demandé de quitter la maison pour que sa maîtresse enceinte puisse s'y installer. J'ai souri. Félicitations. Puis j'ai ajouté, mais en quoi est-ce mon problème? Et j'ai fait glisser une enveloppe scellée de l'autre côté de la table. Au moment où il a vu le nom qui y était inscrit, son visage s'est décomposé. J'avais l'habitude de croire que la pire chose qu'un mari puisse faire était de tromper sa femme. Je me trompais. L'infidélité brise la confiance. Mais ce que Marc a essayé de me faire allait bien plus loin. Il ne s'est pas contenté de me trahir dans mon dos. Il voulait m'effacer de la vie que nous avions passé plus de 2 décennies à construire ensemble. Il voulait me remplacer si complètement que, dans son esprit, c'était comme si je n'avais jamais existé. La nuit où il a enfin révélé son plan a commencé comme n'importe quel autre jeudi soir. Le soleil se couchait derrière les Alpes, projetant de longues ombres sur la banlieue de Grenoble, et je terminais une machine de linge quand Marc m'a envoyé un SMS, « Il faut qu'on parle. Retrouve-moi chez Lucien à 19h. » Pas d'émoji cœur, pas d'explication, juste un ordre. J'ai fixé le message quelques secondes de plus que nécessaire. À ce stade, je savais déjà que quelque chose ne allait pas. Depuis près d'1 an, notre mariage ressemblait à une maison reposant sur des fondations fissurées. Rien de spectaculaire au début, juste de petits changements qu'il devenait impossible d'ignorer. Les voyages d'affaires tardifs, les changements soudains de mots de passe, les notes de restaurants coûteux qui ne m'incluaient jamais, la façon dont il cessait de me regarder quand il me parlait. Après 22 ans de mariage, une femme apprend à faire la différence entre un mari qui est occupé et un mari qui cache quelque chose. Je suis arrivé au restaurant exactement à l'heure. Marc était déjà installé. Il avait l'air confiant, trop confiant. Son blazer bleu marine était neuf. Sa montre était neuve. Même son sourire semblait neuf, travaillé et poli, comme s'il avait répété cette conversation devant un miroir. Je me suis assise en face de lui. « Qu'est-ce qu'il y a de si important ?» ai-je demandé. Il n'a pas perdu de temps. « Clémence, j'ai rencontré quelqu'un. » J'ai simplement opiné de la tête. Son expression a changé. Pendant un instant, il a semblé déçu que je ne sois pas choqué. Puis il a continué, « Elle s'appelle Bérénice. » Un autre hochement de tête. Nous sommes ensemble depuis plus d'1 an. J'ai croisé mes mains. Toujours aucune réaction. Marc s'est adossé à sa chaise. Je pense que tu comprends ce que cela signifie. Je comprends que tu as une liaison, ai-je répondu calmement. Sa mâchoire s'est contractée de nouveau. Déception. Je pense qu'une partie de lui voulait une scène. Il voulait des larmes, des accusations hurlées, quelque chose d'assez dramatique pour justifier l'histoire qu'il se racontait probablement depuis des mois. Au lieu de cela, je suis restée silencieuse. Puis il a lâché la deuxième bombe. Bérénice est enceinte. Voilà. L'annonce qu'il attendait visiblement de faire. La chose dont il pensait qu'elle m'anéantirait. Au lieu de cela, j'ai souri. Félicitations. Ses sourcils se sont légèrement haussés. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête. Cela ne se déroulait pas selon le scénario prévu. Puis il s'est raclé la gorge. Il y a autre chose. Évidemment. Il s'est penché en avant et a baissé la voix. Bérénice va avoir besoin de stabilité. Un vrai foyer. Je l'ai fixé. Et je pense qu'il serait préférable que tu déménages. Les mots sont tombés sur la table entre nous, froids, précis, délibérés. Pendant une seconde, je n'ai pas été en colère. J'étais fasciné. Après tout ce que nous avions construit ensemble, après 22 ans de sacrifices, d'anniversaires, de remboursements de prêts immobiliers, de vacances en famille, de maladies, de déceptions, de victoires et de mardis ordinaires. Cet homme croyait sincèrement qu'il pouvait me retirer de ma propre vie comme un meuble dont on ne veut plus. Il a continué à parler. Quelque chose à propos de nouveau départ. Quelque chose sur le fait que le bébé méritait une maison familiale. Quelque chose sur le fait que tout le monde devait aller de l'avant. J'ai à peine entendu quoi que ce soit parce qu'une pensée tournait en boucle dans mon esprit.
Il pense vraiment que cette maison lui appartient. Quand il a enfin cessé de parler, j'ai souri à nouveau. Félicitations, ai-je dit. Puis j'ai ajouté, mais en quoi est-ce mon problème? Son expression confiante s'est fissurée pour la première fois. Quoi? Ta petite amie est enceinte. C'est ta situation, pas la mienne. Son visage s'est durci. Ne rends pas les choses difficiles. J'ai failli rire. Ne rends pas les choses difficiles. Comme si c'était moi qui n'étais pas raisonnable. Comme s'il n'avait pas passé la dernière année à me mentir en face. Comme s'il ne me demandait pas actuellement de lui abandonner la maison que j'avais aidé à construire pour qu'une autre femme puisse s'y installer. C'est à ce moment-là que j'ai plongé la main dans mon sac. Marc a froncé les sourcils. J'ai sorti une grande enveloppe scellée, de couleur crème, professionnelle, du genre de celle qu'utilisent les avocats. Sans dire un mot, je l'ai fait glisser sur la table. Ses yeux se sont posés sur le recto. Puis tout a changé. L'assurance a disparu. L'arrogance a disparu. Même sa posture s'est modifiée parce que, imprimé clairement sur l'enveloppe, figurait le nom d'un cabinet d'avocats qu'il a immédiatement reconnu. Le cabinet même qui s'était occupé de la succession de mon père des années plus tôt, le cabinet même spécialisé en droit immobilier et successoral. Marc a levé les yeux pour la première fois de la soirée. Il semblait nerveux. Qu'est-ce que c'est? Tu devrais le lire. Ses doigts ont hésité avant d'ouvrir le seau. Alors qu'il parcourait les documents à l'intérieur, la couleur a lentement quitté ses joues. Ses yeux bougeaient plus vite, puis plus lentement, puis revenaient au début. Non, murmura-t-il. Non, ce n'est pas possible. Mais si, c'était possible. Des années plus tôt, au décès de mon père, il m'avait laissé un héritage conséquent. La majeure partie de cet héritage avait servi directement à l'achat de notre maison. À l'époque, le notaire chargé de la succession avait insisté pour tout documenter minutieusement, chaque transfert de fonds, chaque paiement, chaque distinction juridique. Je n'y avais pas prêté beaucoup d'attention à l'époque. Dieu merci, quelqu'un l'avait fait, car selon le document posé devant Marc, la maison n'était pas un bien commun. Elle ne nous appartenait pas conjointement, et elle n'était certainement pas à lui. Selon le droit français et la manière dont l'acquisition avait été structurée, la propriété demeurait mon bien propre, de manière légale, complète et exclusive. Marc avait l'air d'un homme qui découvrait la gravité pour la première fois. Tu savais? J'ai appris les détails il y a quelques mois. Ses yeux se sont rétrécis. Quelques mois. J'ai hoché la tête. À peu près au moment où j'ai appris pour Bérénice. Silence. Un silence pesant. Le genre de silence qui change tout. Pendant près d'un an, Marc s'était construit un avenir imaginaire. Une femme plus jeune, un nouveau bébé, une maison confortable, une sortie propre. À présent, assis en face de moi, il commençait à réaliser que ce fantasme se heurtait à un problème. Un problème très coûteux. Car si quelqu'un devait quitter cette maison, ce ne serait pas moi. Et ce n'était que le début. Marc a fixé les documents pendant si longtemps que le serveur est passé 2 fois pour demander si nous voulions un dessert. Aucun de nous n'a répondu. L'ambiance à table avait complètement changé. 30 minutes plus tôt, il était arrivé en s'attendant à dicter les conditions de mon avenir. Maintenant, il lisait un jargon juridique dont il aurait manifestement souhaité l'inexistence. Finalement, il a repoussé les papiers vers moi. Cela ne change rien. J'ai presque souri. C'était le genre de phrase que les gens prononcent lorsqu'ils savent que tout a changé. En fait, cela change pas mal de choses. La maison n'est qu'un actif parmi d'autres. C'est vrai. Nous partagerons tout le reste. Peut-être. Sa mâchoire s'est contractée. La confiance qu'il affichait en entrant dans le restaurant commençait à se fissurer, mais les hommes comme Marc s'avouent rarement vaincus rapidement. Ils passent des années à se convaincre qu'ils maîtrisent chaque situation. Et quand la réalité vient bousculer cette croyance, ils s'obstinent souvent avant d'accepter la défaite. Il s'est levé brusquement. Ce n'est pas fini. Non, ai-je acquiescé calmement. Ce n'est pas fini. Puis il est parti. Pour la première fois en 22 ans, j'ai regardé mon mari quitter une pièce sans ressentir le besoin de le suivre. Dehors, l'air de la soirée des Alpes semblait étonnamment léger. Non pas parce que j'étais heureuse, non pas parce que je n'étais pas blessée.
J'étais dévasté. Mais la dévastation et la clarté peuvent coexister. Pour la première fois depuis des mois, j'y voyais clair. Le mariage était fini. L'illusion était terminée. L'attente était finie. Désormais, il ne restait plus que la vérité. Le lendemain matin, j'ai rencontré mon avocate, Suzanne Lambert. Contrairement aux avocats théâtraux que l'on voit à la télévision, Suzanne était calme, méthodique et d'une intelligence redoutable. Elle avait passé près de 3 décennies à s'occuper d'affaires de droit de la famille, et elle avait le don de repérer les détails que les autres négligeaient. Après avoir passé en revue notre conversation de la veille, elle a hoché la tête lentement. Comment a-t-il réagi? Comme un homme qui vient de découvrir que le sol s'est dérobé sous ses pieds. Cela lui a arraché un léger sourire. Bien. Suzanne a ouvert un dossier épais. Ce dossier s'épaississait depuis des mois. Car tandis que Marc pensait avoir dissimulé sa liaison avec succès, il avait sous-estimé 2 choses, ma patience et ma capacité à remarquer les schémas répétitifs. Je n'avais jamais engagé de détective privé. Je ne l'avais jamais suivi. Je n'avais jamais fouillé son téléphone. J'avais simplement été attentive. Les gens finissent toujours par se trahir. Toujours. Le premier indice était apparu près d'1 an plus tôt. Une note d'hôtel de luxe facturée pendant ce qui était censé être un voyage d'affaires d'une seule journée. Puis vinrent des reçus de restaurants, des achats de bijoux, des dépenses de week-end qui n'apparaissaient jamais dans les plannings de l'entreprise. Pris individuellement, chaque élément semblait insignifiant. Ensemble, ils racontaient une histoire. Suzanne a tourné plusieurs pages. As-tu jeté un œil au registre de la société récemment? Pas en détail. Cette réponse la chiffonnait. Pendant près de 15 ans, j'avais aidé à gérer les opérations administratives de l'entreprise de construction de Marc. Je n'en étais pas propriétaire, mais je comprenais les finances mieux que la plupart des employés. Cependant, après que le succès a grandi, Marc m'a progressivement mise à l'écart. À l'époque, j'avais supposé qu'il voulait de l'indépendance. Maintenant, je soupçonnais qu'il cherchait de la discrétion. Suzanne m'a tendu plusieurs feuilles de calcul. Regarde ça. J'ai parcouru les chiffres des yeux. Puis, je les ai relus. Quelque chose ne tournait pas rond. Plusieurs dépenses avaient été classées dans la catégorie frais de développement de clientèle. D'autres étaient répertoriées comme remboursement de frais de déplacement. Certaines étaient qualifiées d'honoraires de conseil. Mais les montants semblaient étrangement familiers, presque identiques au relevé de carte de crédit que j'avais discrètement copié quelques mois plus tôt. Un nœud s'est formé dans mon estomac. Es-tu en train de dire que l'argent de l'entreprise a financé sa liaison? Suzanne a joint ses mains. Je dis que les registres soulèvent de sérieuses questions. Des questions. Les avocats adoraient ce mot. Les questions menaient aux enquêtes. Les enquêtes menaient aux réponses, et les réponses pouvaient devenir très coûteuses. Au cours des semaines suivantes, les choses se sont accélérées. Marc a engagé un avocat spécialisé en divorce très agressif. Des courriers sont arrivés, des exigences, des menaces. Selon son équipe juridique, il avait l'intention de se battre pour obtenir une part importante des biens communs. Selon eux, il estimait que la question de la maison finirait par être contestée et annulée. Selon eux, je devais me préparer à une longue bataille. Suzanne a lu chaque lettre et a semblé presque amusée. Il bluffe. Tu as l'air bien sûr de toi. Je le suis. Qu'est-ce qui te rend si certaine? Elle s'est adossée à son siège. Parce que les personnes qui ont un dossier solide n'ont généralement pas besoin de menacer tout le monde. Cela s'est avéré vrai. Plus Marc haussait le ton, plus sa position semblait fragile. Pourtant, l'aspect émotionnel était plus dur. Beaucoup plus dur. Partout où j'allais, je voyais des rappels de notre vie commune. Des photographies, des tasses à café collectionnées lors de voyages en voiture, les objets ordinaires d'un mariage. 22 ans de vie ne s'effacent pas simplement parce que quelqu'un signe des papiers de divorce. Parfois, j'entrais dans une pièce et je me souvenais d'une version de Marc qui ne semblait plus réelle. Le jeune homme qui m'avait aidé à peindre notre premier appartement. Le mari qui était resté éveillé toute la nuit quand notre fille Émilie avait eu une pneumonie. Le père qui avait pleuré lors de sa remise de diplôme au lycée. Où était passé cet homme? Avait-il disparu?
Or avais-je simplement manqué de voir qui il était vraiment? Je ne le savais pas. Peut-être ne le saurais-je jamais. Pendant ce temps, Marc s'efforçait de se créer lui-même des ennuis. Des ennuis que je n'avais pas besoin de provoquer. Au début, il a tenté une campagne d'influence auprès de notre entourage. Nos amis ont reçu des versions soigneusement modifiées des événements. Les membres de la famille ont entendu des récits le dépeignant comme prisonnier d'un mariage malheureux. Quelques personnes l'ont cru. Beaucoup d'autres non. Car il y avait un détail qu'ils ne pouvaient pas expliquer, s'il était si malheureux, pourquoi essayait-il si désespérément de me chasser d'une maison qui ne lui appartenait pas? Puis est arrivée Bérénice. Jusqu'alors, je ne l'avais jamais rencontrée. Je savais qu'elle avait 29 ans. Je savais qu'elle travaillait dans le marketing. Je savais qu'elle attendait un bébé. C'était tout. Mais l'information finit toujours par circuler au sein d'une communauté, surtout dans les quartiers résidentiels. Un après-midi, une connaissance commune m'a appelé. Tu ne vas pas le croire. Qu'est-ce qu'il y a? Elle planifie déjà des travaux de rénovation. J'ai scié. Des rénovations. Dans la maison. Apparemment, Bérénice discutait déjà de ses futures idées de décoration avec des amis, de nouveaux meubles, de nouvelles teintes de peinture, une chambre de bébé, une cuisine réaménagée. Elle faisait des projets pour une maison qui ne lui appartenait pas, une maison qu'on lui avait visiblement promise. Pendant un court instant, j'ai presque éprouvé de la pitié pour elle, car quelqu'un lui avait clairement vendu un rêve, et ce quelqu'un, c'était Marc. Plus Suzanne creusait, plus les choses devenaient préoccupantes. Les dépenses suspectes de l'entreprise n'étaient que le début. Il y avait des anomalies, des absences d'explication, des transactions qui n'avaient pas de sens. Rien de suffisant pour créer un scandale pénal, mais assez pour susciter un contrôle financier sérieux, de quoi inquiéter des associés, des comptables, des créanciers. Un vendredi après-midi, Suzanne m'a appelé de manière inattendue. Sa voix semblait anormalement grave. « Clémence ? Qu'est-ce qui se passe ? Je pense que nous avons trouvé quelque chose d'important. » Mon estomac s'est noué. « Qu'est-ce que c'est ? » Il y a eu un court silence. Puis elle a parlé prudemment. Il se pourrait bien que la liaison de Marc ne soit pas son plus gros problème. Le silence qui a suivi m'a paru pesant. Dangereusement pesant. Parce que je connaissais bien Suzanne, et elle n'était pas le genre de femme à faire des déclarations théâtrales. Si elle s'inquiétait, il y avait une raison, une très bonne raison. Et pour la première fois depuis cette soirée chez Lucien, j'ai commencé à soupçonner que la vie que Marc avait bâtie autour de ses mensonges reposait sur des bases bien plus fragiles que quiconque ne le réalisait, y compris lui-même. Il y a un moment dans la vie de chacun où les conséquences cessent d'être théoriques. Pendant des mois, peut-être des années, vous vous convainquez que rien n'arrivera. Vous trichez un peu, vous mentez, vous prenez des décisions égoïstes, et pourtant le monde continue de tourner. Le soleil se lève, les factures sont payées, les gens croient vos excuses. Puis, un jour, la réalité frappe à la porte et présente la facture. Pour Marc, ce moment est arrivé 3 semaines après l'appel de Suzanne. J'étais assise sur ma terrasse arrière, un samedi matin de bonne heure, buvant mon café et observant un couple de rouge-gorge sautiller sur la pelouse, quand mon téléphone a vibré. C'était Émilie. Notre fille appelait rarement avant 9 heures. Maman. Sa voix était tendue. Qu'est-ce qui s'est passé? L'entreprise de papa a perdu le contrat Beaumont. Je me suis redressé. Le contrat Beaumont était immense. Pas de quoi bouleverser toute une vie, mais assez important pour que sa perte fasse très mal. Tu en es sûr? Je l'ai entendu en parler hier soir. J'ai contemplé le jardin. Ce timing n'était pas une coïncidence. Les gros clients s'inquiètent souvent lorsque des questions surgissent concernant la gestion financière. Même les rumeurs peuvent poser problème, et les rumeurs commençaient à circuler. Non pas parce que je les propageais, mais parce que des professionnels posaient des questions légitimes. Des questions auxquelles Marc ne pouvait pas facilement répondre. Au cours du mois suivant, la situation s'est détériorée. Son expert comptable a démissionné de manière inattendue. Un associé de longue date a demandé un audit indépendant sur plusieurs rapports de dépenses. Une banque a retardé l'approbation d'un dossier de financement. Rien de catastrophique en soi, mais mis bout à bout, cela crée une pression. Le genre de pression qui révèle les fissures. Suzanne est restée prudente.
Nous n'avons pas besoin d'exagérer quoi que ce soit. Nous ne le faisons pas. Exactement. C'était toute la beauté de la situation. Personne ne fabriquait de preuves. Personne n'échafaudait de vengeance par la tromperie. La vérité faisait tout le travail d'elle-même. Marc avait créé chaque problème de ses propres mains. Il n'avait simplement pas prévu que quelqu'un relierait les points entre eux. Un après-midi, j'ai croisé une vieille amie prénommée Karine dans un supermarché. Après quelques minutes de banalité, elle a hésité. « J'espère que cela ne t'embête pas que je te demande. » « Demander quoi ? Comment tu tiens le coup ? » J'ai souri doucement. Mieux que ce à quoi je m'attendais. Karine a hoché la tête. Puis elle a baissé la voix. Les gens parlent. Cela ne me surprenait pas. La vie de province se nourrit de discussions. Les gens débattent du temps qu'il fait, des petits-enfants et, à l'occasion, de l'effondrement spectaculaire du mariage d'autrui. Qu'est-ce qu'ils disent ? Elle a semblé mal à l'aise. La plupart des gens ne parlent plus vraiment de la liaison. J'ai froncé les sourcils. Alors de quoi parle-t-il ? De la façon dont il t'a traité. Cette réponse m'a poursuivi toute la journée, car elle avait raison. La liaison elle-même n'était plus le sujet principal. Les gens en avaient déjà vu d'autres. Malheureusement, cela arrive tous les jours. Ce qui les choquait, c'était autre chose, la cruauté, l'arrogance, l'audace inouïe d'exiger d'une épouse de 22 ans qu'elle s'efface tranquillement pour qu'une maîtresse prenne sa place. C'était le détail que les gens ne pouvaient pas oublier. Et apparemment, Émilie non plus. Quelques jours plus tard, elle m'a invité à déjeuner. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café près de son bureau. Elle semblait nerveuse, plus que d'ordinaire. Après avoir commandé des sandwichs, elle a fini par parler. J'ai vu papa. J'ai attendu. Il veut que je comprenne sa version. J'ai presque ri. Est-ce qu'il l'a expliqué ? Eh bien, non. La réponse a fusé immédiatement. Émilie a fixé sa tasse de café. Tu sais ce qui est étrange ? Quoi ? Ce n'est même pas la liaison qui me met le plus en colère. Je suis restée silencieuse. Elle a poursuivi, c'est la façon dont il t'a traité comme si tu étais jetable. Les mots ont résonné plus fort qu'elle ne le pensait, car ils étaient vrais. Émilie a secoué la tête. Tu lui as tout donné. J'ai fait des choix. Tu as construit cette entreprise avec lui. J'ai aidé. Il a agi comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Elle était là, la véritable trahison. Ni le sexe, ni les mensonges, ni même le divorce. La conviction que 22 ans de loyauté pouvaient simplement être balayés. C'était la blessure profonde, tapie sous toutes les autres. À l'autre bout de la ville, Marc commençait à apprendre que nos actes redéfinissent nos relations, même les plus inattendues, en particulier celles avec Bérénice. Au début, elle était restée fermement à ses côtés, du moins d'après ce que l'on me rapportait. Mais des lézardes apparaissaient. Le rêve devenait de plus en plus difficile à maintenir. Les promesses sont faciles à faire lorsqu'elles se conjuguent au futur. La réalité est plus ardue. Elle s'accompagne d'avocats, d'actes de propriété, d'audits financiers, de soucis professionnels. La réalité amène le stress. Un soir, Émilie m'a appelé à nouveau. Cette fois, elle semblait stupéfaite. Tu ne vas pas le croire. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant ? J'ai croisé Bérénice. Cela a piqué ma curiosité. Et elle avait l'air misérable. Apparemment, Bérénice avait appris plusieurs choses récemment. Premièrement, la maison n'était pas disponible. Deuxièmement, la situation financière de Marc était bien moins solide qu'il ne le lui avait laissé croire. Troisièmement, l'avenir qu'elle avait imaginé risquait de ne jamais voir le jour. Le fantasme et la réalité se heurtaient. Et la réalité l'emportait. Pour la première fois, je me suis surprise à voir Bérénice différemment. Non pas comme une rivale, non pas comme une ennemie, mais simplement comme une autre personne qui avait cru les paroles d'un menteur habile. Cela n'excusait pas ses choix. Elle savait qu'il était marié. Elle portait une part de responsabilité. Mais porter une responsabilité et être un monstre absolu ne sont pas toujours synonymes. Le véritable architecte de ce désastre restait Marc. Il nous avait menti à toutes les deux, de manière différente.
Puis est survenue la découverte qui a tout changé. Un jeudi en fin d'après-midi, Suzanne m'a appelé. Son ton a immédiatement attiré mon attention. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons reçu des pièces comptables supplémentaires et une pause, puis une autre. Le genre de silence que les avocats utilisent lorsqu'ils pèsent soigneusement leurs mots. Finalement, elle a parlé. Je crois que Bérénice vient d'apprendre une nouvelle d'importance. Mon pouce est accéléré. Quoi? Plusieurs dettes. J'ai froncé les sourcils. Des dettes? Des dettes importantes. Ce n'était pas ce qui était prévu. Marc renvoyait toujours une image de succès, de confiance, de stabilité et le portrait d'un homme qui maîtrisait parfaitement sa vie. Visiblement, l'image était devenue plus impressionnante que la réalité. Les documents révélaient des engagements financiers considérables liés à des projets d'expansion d'entreprise qui n'avaient pas fonctionné. Rien d'illégal, rien de scandaleux, juste des choix risqués dissimulés derrière des montres de prix et des sourires parfaits. Le genre de renseignement qui tend à effrayer les personnes qui préparent un avenir, surtout celles qui attendent un enfant. Au cours des semaines suivantes, les bruits ont couru que Bérénice et Marc se disputaient fréquemment. Puis on a dit qu'elle avait temporairement déménagé. Puis qu'elle ne répondait plus aux appels. Personne ne connaissait les détails exacts, mais la tendance était évidente. Le château de cartes s'effondrait pièce par pièce. Et au milieu de cet effondrement, j'ai commencé à ressentir quelque chose d'inattendu en moi, de la paix. Non pas de la joie, ni du triomphe. De la paix. Parce que la vengeance avait cessé d'être mon but. À un moment donné, sans que je m'en rende compte, mon objectif avait changé. Je ne souhaitais plus que Marc souffre. Je voulais simplement que la vérité se dresse là où les mensonges s'étaient installés, et la vérité tenait bon. Pourtant, le grand règlement de compte n'était pas encore arrivé. L'audience de divorce approchait. Le différend sur les biens approchait. Les déclarations financières finales approchaient. Depuis des mois, Marc perdait le contrôle du récit. Bientôt, il allait perdre le contrôle de quelque chose de bien plus grand, l'issue de toute cette histoire. Lorsque la date de l'audience est arrivée, près de 8 mois s'étaient écoulés depuis la nuit où Marc s'était assis en face de moi chez Lucien pour m'ordonner de quitter ma propre maison. 8 mois. Un temps suffisant pour que la colère s'apaise. Suffisant pour que les illusions s'éteignent. Suffisant pour que la réalité se dévoile. L'audience a eu lieu par un lundi matin gris au tribunal judiciaire de Grenoble. Le tribunal ressemblait à ce que sont la plupart des tribunaux, des néons blafards, des voix feutrées, des chaises inconfortables et des personnes portant le poids de décisions capables de changer le cours de leur existence. Je suis arrivé tôt avec Suzanne. Marc est arrivé 20 minutes plus tard. Pendant un instant, je l'ai à peine reconnu, non pas parce qu'il paraissait plus vieux, mais parce qu'il semblait plus petit. L'assurance coûteuse qui l'enveloppait autrefois semblait s'être évanouie. Les costumes sur mesure étaient toujours là. Les chaussures cirées aussi. Mais quelque chose en dessous avait changé. La certitude avait disparu, et la certitude avait toujours été sa principale source de force. Il m'a jeté un regard. J'ai hoché poliment la tête. Il m'a rendu mon salut. Aucun de nous n'a pris la parole. Dans la salle d'audience, les débats se sont déroulés avec bien moins de théâtralité que ce que la télévision laisse imaginer. Pas de cris, pas de grands discours, pas de révélations fracassantes, juste des faits, des documents, des registres, des preuves. La vérité a tendance à être moins spectaculaire que le mensonge, mais elle est généralement bien plus solide. Pendant plusieurs heures, les avocats ont présenté des pièces financières, des actes de propriété, des dossiers de succession et des années de paperasse juridique. Le juge a écouté attentivement. Des questions ont été posées, des réponses ont été fournies. En milieu d'après-midi, le point central était devenu incontestable. La maison m'appartenait. Non pas sur un plan émotionnel ou moral, mais légalement, entièrement. L'origine des fonds d'héritage était claire. Les preuves étaient claires. La loi était claire. Lorsque le juge a finalement confirmé le verdict, je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai ressenti un soulagement. Un chapitre se fermait. Rien de plus, rien de moins. À la sortie du tribunal, aucun journaliste n'attendait. Personne n'a applaudi. Le monde continuait de tourner,
mais une réalité était devenue officielle, l'homme qui avait tenté de m'exclure de ma maison n'y avait plus aucun droit. Ce soir-là, je suis retourné seul à la maison. Pendant plusieurs minutes, je me suis assise tranquillement dans le salon. Ce même salon où Émilie avait déballé ses cadeaux de Noël. Ce même salon où Marc et moi avions autrefois fêté nos anniversaires. Ce même salon dont il prévoyait de faire hériter Bérénice. Le silence me paraissait différent à présent, non pas vide, mais paisible. Pour la première fois depuis très longtemps, la maison me semblait à nouveau mienne. Une semaine plus tard, Marc a déménagé. L'ironie de la situation était impossible à ignorer. Des mois plus tôt, il m'imaginait transportant des cartons vers un nouvel appartement pendant qu'il entamait une nouvelle vie. Au lieu de cela, c'était lui qui chargeait des meubles dans un camion de location. J'ai observé la scène depuis le perron, non pas pour savourer ma victoire, mais parce qu'après 22 ans, ce départ méritait un témoin. À un moment donné, il s'est approché de moi. Aucun de nous n'a parlé immédiatement. Puis il a regardé vers le camion. Je n'aurais jamais pensé que cela se terminerait ainsi. J'ai observé son visage. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait pas de comédie, pas de manipulation, pas de stratégie, juste de l'épuisement. Moi non plus. Il a hoché lentement la tête, puis il s'est éloigné. Et curieusement, cette brève discussion a fait plus de mal que n'importe quelle dispute passée, car elle m'a rappelé que les gens sont rarement d'un seul bloc. Marc n'était pas un monstre. Les monstres sont commodes. Les monstres simplifient les histoires. Marc était quelque chose de bien plus ordinaire, un homme imparfait qui avait fait des choix égoïstes et s'était convaincu qu'il n'aurait pas de conséquences. Un homme qui était devenu peu à peu la pire version de lui-même. Et à présent, il devait vivre avec cette réalité. Au cours des mois suivants, la pression financière a persisté. Plusieurs opportunités d'affaires se sont évanouies. Des clients se sont tournés vers des concurrents. Des partenariats se sont dissous. Pas d'un coup, pas de manière spectaculaire, juste régulièrement. De la même façon que la confiance s'efface généralement, une décision à la fois. Pendant ce temps, Bérénice a donné naissance à un petit garçon en bonne santé. Quand Émilie m'a appris la nouvelle, je me suis surprise moi-même. J'ai souri. Cet enfant n'avait rien fait de mal. Les enfants ne choisissent jamais les conditions de leur naissance. Quelles que soient les erreurs commises par les adultes, elles appartenaient aux adultes. Ce bébé méritait mieux. Par la suite, j'ai appris que Bérénice et Marc n'étaient plus ensemble. Leur relation n'avait pas résisté au poids de la réalité. Là encore, je n'ai éprouvé aucune satisfaction, seulement de la compréhension. Les relations fondées sur le mensonge ont souvent du mal à tenir lorsque l'honnêteté finit par entrer dans la pièce. Pourtant, le changement le plus important ne se produisait pas dans la vie de Marc. Il se produisait dans la mienne. Pendant des années, j'avais construit mon identité autour de mon rôle d'épouse, puis autour de la survie face à la trahison, puis autour de ma défense pendant le divorce. À présent, soudainement, il y avait de l'espace. De l'espace pour décider qui je voulais devenir. J'ai rejoint un groupe de randonnée. J'ai voyagé avec des amis. J'ai commencé à faire du bénévolat 2 fois par mois dans un programme d'alphabétisation pour adultes. Des choses simples, ordinaires, mais qui me rappelaient que la vie ne s'arrête pas quand un mariage prend fin. Parfois, elle recommence. Émilie a remarqué le changement avant moi. Un après-midi, elle a ri et m'a dit, « Tu sembles plus légère. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu souris davantage. J'y ai pensé plus tard. Elle avait raison. Non pas parce que mes problèmes s'étaient volatilisés, mais parce que mon avenir ne dépendait plus des décisions de quelqu'un d'autre. Cette prise de conscience était libératrice. Le plus curieux, c'est que la vengeance que j'avais imaginée autrefois n'a jamais eu lieu. Il n'y a pas eu d'humiliation publique spectaculaire, pas de chute extraordinaire, pas de moment de triomphe où je me tenais victorieuse tandis que Marc perdait tout. La vie est rarement aussi bien réglée. Au lieu de cela, quelque chose de plus significatif s'est produit, il a fait face aux conséquences naturelles de ses actes, et j'ai cessé d'emporter le fardeau. À la fin de cette année-là, il restait une dernière formalité judiciaire à régler, un accord financier concernant plusieurs biens contestés. Comparé à tout le reste, cela semblait presque dérisoire. Pourtant, cela allait donner lieu à une ultime discussion que ni l'un ni l'autre ne voyait venir.
Une discussion qui allait révéler si Marc avait réellement appris quelque chose des décombres qu'il laissait derrière lui, et si j'en avais fait autant. Cette dernière affaire judiciaire s'est déroulée près de 14 mois après la nuit où Marc m'avait dit de déménager pour que sa maîtresse enceinte s'installe. À cette époque, notre divorce était prononcé depuis longtemps. La question de la maison était réglée. Les complications professionnelles s'étaient en grande partie résolues d'elles-mêmes. Aucun de nous ne menait la vie qu'il s'était imaginé. Mais après tout, bien peu de gens la mènent. L'audience elle-même a duré moins de 2 heures, quelques comptes à équilibrer, des ajustements sur des plans d'épargne retraite, quelques interrogations financières subsidiaires. Rien d'important, rien qui ne bouleverse nos avenirs respectifs de façon notable. Quand ce fut terminé, Suzanne a rassemblé ses dossiers et a souri. Félicitations. J'ai ri doucement. Ce mot a fait un drôle de chemin. C'est le moins qu'on puisse dire. Nous nous sommes dirigés ensemble vers la sortie du tribunal. Dehors, le ciel des Alpes était d'une clarté éclatante, le genre de journée qui pousse à croire que les nouveaux départs sont possibles. Avant que nous n'atteignions le parking, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Je me suis retourné. C'était Marc. Pendant un moment, aucun de nous n'a bougé. Puis Suzanne s'est éclipsée discrètement pour rejoindre son véhicule, nous laissant seuls. La dernière fois que nous nous étions vraiment parlé remontait à plusieurs mois. Il avait encore changé d'allure, non pas abattu, ni brisé, juste plus vieux, plus sincère d'une certaine manière. Le genre d'apparence que la vie donne aux gens après avoir balayé leurs illusions. J'espérais que nous pourrions discuter. Je l'ai observé attentivement. 1 an plus tôt, j'aurais soupçonné une arrière-pensée, une stratégie, un motif caché. À présent, je n'en étais plus si sûr. D'accord. Nous nous sommes assis sur un banc voisin qui donnait sur une petite cour. Pendant plusieurs secondes, le silence s'est installé. Puis, Marc a pris une profonde inspiration. Je te dois des excuses. Je n'ai rien dit. Non pas par colère, mais parce qu'il faut laisser aux excuses la place d'exister par elles-mêmes. Sans interruption, sans aide, sans secours. Il a fixé le sol. J'ai passé beaucoup de temps à me raconter des histoires. Quel genre d'histoire? Le genre que les gens égoïstes se racontent. Sa réponse m'a surprise. Il n'y avait aucune attitude défensive, aucune excuse, aucune tentative d'adoucir la vérité. Il a poursuivi, je m'étais convaincu que je méritais mieux. Les mots venaient lentement. Je m'étais convaincu que j'étais coincé. Je m'étais convaincu que notre mariage était déjà mort depuis des années. Je m'étais convaincu que je ne faisais de mal à personne. Un sourire amer a traversé son visage. C'est incroyable ce que l'on peut croire quand on essaie de justifier ce que l'on désire. J'ai écouté sans l'interrompre, car il n'avait pas tort. La plupart des trahisons commencent bien avant l'acte lui-même. Elles commencent par des histoires. Des histoires que l'on se raconte jusqu'à ce que l'égoïsme prenne des airs de raisonnable. Marc a regardé vers le tribunal. La liaison n'est pas la pire chose que j'ai faite. Je savais déjà où il voulait en venir. C'était pour la maison. Il a hoché la tête. Oui. Le mot est sorti presque dans un murmure. La maison. Pendant un instant, son regard s'est perdu dans le vide. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Tu pensais à toi. Il a eu un bref rire jaune. C'est tout à fait ça. Le silence est revenu pendant quelques instants. Ce silence n'était pas pesant. Il était simplement sincère. Finalement, il a repris, j'ai sans cesse repensé à cette soirée au restaurant. J'ai esquissé un léger sourire. L'enveloppe. L'enveloppe. Pour la première fois, un embarras authentique est apparu sur son visage. Je pensais détenir tout le pouvoir. Elle était là, la vérité. Pas seulement concernant notre mariage, mais sur l'ensemble de la situation. Le pouvoir, le contrôle, l'idée que tout lui était dû, la croyance qu'il pouvait réorganiser l'existence d'autrui sans en subir les conséquences. Puis la réalité s'était présentée sous la forme d'une enveloppe scellée, et tout avait changé. Marc s'est adossé. Tu sais ce qui est étrange? Quoi? Perdre la maison n'a pas été le plus difficile. Je n'étais pas surprise, car les pertes matérielles le sont rarement. Qu'est-ce qu'il a été alors? Il m'a regardé. Émilie.
Cette réponse a fait mal, car elle était vraie. Même si notre fille aimait toujours son père, quelque chose s'était brisé entre eux. Une confiance rompue est difficile à restaurer. Pas impossible, mais difficile. J'ai manqué près d'1 an avec elle. Tu ne l'as pas manqué. Ses traits se sont crispés. No, tu l'as choisi. Les mots n'étaient pas cruels. Ils étaient simplement justes. Après un instant, il a hoché la tête. Tu as raison. Pour la première fois depuis longtemps, il assumait sa responsabilité sans chercher à discuter. Cela comptait, plus que je ne l'aurais cru. Nous avons parlé encore une demi-heure d'Émilie, du temps qui passe, des erreurs commises, de la curieuse façon dont la vie nous enseigne des leçons que nous n'avions pas demandé à apprendre. Finalement, il s'est levé. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. J'ai réfléchi à ces paroles. Puis, j'ai surpris tout le monde, moi la première. Je t'ai déjà pardonné. Ses yeux se sont agrandis. Non pas parce qu'il pensait le mériter, car il ne s'y attendait visiblement pas. J'ai ajouté, pardonner ne signifie pas que ce qui s'est passé était acceptable. Il écoutait attentivement. Cela signifie simplement que j'ai arrêté d'emporter le poids. L'émotion qui s'est lue sur son visage était difficile à définir. Du soulagement, du regret, de la gratitude, peut-être les trois à la fois. Puis il a hoché la tête et s'en est allé. Ce fut notre dernière conversation marquante. Au cours des années qui ont suivi, l'existence est devenue plus sereine. Émilie a épousé un homme bon qui la traite avec respect. Marc est resté présent dans la vie de son fils et a reconstruit peu à peu son lien avec notre fille. Pas de manière parfaite, mais avec honnêteté, ce qui valait mieux. Quant à moi, j'ai fait une découverte inattendue. La plus belle des vengeances n'avait jamais été de récupérer la maison. La plus belle des vengeances n'avait jamais été de gagner au tribunal. La plus belle des vengeances n'avait jamais été de voir Marc affronter les conséquences de ses actes. La plus belle des vengeances consistait à refuser de devenir amère. Car l'amertume aurait permis à ses choix de gouverner le reste de mes jours. Et je refusais de lui accorder ce pouvoir. Au lieu de cela, j'ai bâti autre chose. Une vie définie non par la trahison, mais par la résilience, non par la perte, mais par la reconstruction, non par ce qui m'était arrivé, mais par ce que je choisissais d'en faire. Parfois, on me demande si j'ai des regrets. La réponse est oui. Je regrette d'avoir accordé ma confiance à quelqu'un qui a fini par la trahir. Je regrette d'avoir ignoré les signaux d'alarme. Je regrette la souffrance que ma fille a dû endurer. Mais je ne regrette pas de m'être défendu. Et je ne regrette pas cette enveloppe, car elle contenait bien plus que des documents juridiques. Elle contenait la vérité. Et la vérité sait toujours apparaître exactement au moment où l'on en a besoin. S'il y a un enseignement à tirer de mon histoire, c'est celui-ci, la force de caractère compte. L'intégrité compte. Les choix que nous faisons à l'abri des regards finissent par façonner l'existence que nous menons au grand jour. On peut bâtir un avenir sur le mensonge pendant un certain temps. On peut construire un château de cartes sur l'égoïsme pendant un certain temps, mais la réalité finit toujours par se présenter. Et la réalité tient toujours ses comptes.